Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foyer. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Ça y est, je l'ai lu. Le Vertige m'y touche, je l'ai pas payé, je vous rassure. Je l'ai récupéré, puis je le ferai tourner à d'autres militants ou militantes qui le souhaitent. Je sais que Zoé est intéressée, donc je vais l'envoyer au docteur Zoé. Le Vertige Me Too est sorti le 11 septembre 2024. Vous allez probablement voir cette vidéo le 15 ou le 16, selon la capacité que je vais avoir, le temps disponible que j'aurai ce week-end pour tourner cette vidéo, qui de toute façon va être à minima en deux parties. Là, je n'ai que 15-20 minutes pour introduire le sujet, et ensuite j'ai des obligations, et ensuite on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Comment je vais en parler? Je vais vous parler de l'ouvrage vraiment à cœur ouvert, quoi. Et j'ai choisi 10 extraits extrêmement courts, des petites phrases, ou simplement des titres. J'en ai choisi 10, donc l'ouvrage fait quand même 290 pages, presque 300 pages. Ouais, c'est 300 pages avec la conclusion. J'ai choisi 10 petits extraits qui couvrent l'intégralité du coup de l'écrit. Pourquoi je n'ai choisi que des petits extraits? Pourquoi je vais quasiment rien vous lire? Parce que je ne veux pas me retrouver en difficulté légalement. Donc j'exerce simplement mon droit à la courte citation et puis évidemment à la critique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux qu'on parle de deux choses. Et ça va être le sujet de la première partie de cette vidéo. Cette vidéo, elle est clairement divisée en deux parties. Une première partie pour parler de Caroline Fourest, et en particulier de 2-3 sorties récentes, même si j'ai déjà parlé de certaines choses sur la chaîne, là j'ai besoin de parler de ces choses-là pour introduire du coup ce sujet-là. Et la deuxième partie où on va voir non pas 10 des extraits mais 9, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, puisqu'il y a un des extraits que je ne vais pas commenter directement, qui est le 8e extrait je crois, et je vous donnerai évidemment les pages si vous voulez lire pour ne pas avoir à me croire sur parole. Je vous donnerai évidemment les pages où vous pourrez retrouver les extraits que je compte citer. C'est le 8e extrait de la page 153 qui va être du coup traité dans la première partie de l'épisode. Elle a déclaré quelque chose, Caroline Fourest, avec lequel je suis de toute façon mal à l'aise. Lorsqu'elle était intervenue dans l'émission C'est à vous le 11 septembre, le jour de la sortie du coup de son ouvrage, elle a déclaré ça et ça me gêne profondément. Je vais vous expliquer pourquoi. Parler, continuer à dire. Je dis aux journalistes et aux gens qui doivent médiatiser ou non des noms connus notamment. Posez-vous la question de l'impact. Ayez, comme Albert Camus nous le conseillait, la conscience intranquille et la main qui tremble. Est-ce qu'on doit médiatiser le nom d'une personnalité sur témoignage anonyme, sans plainte, pour des faits qui ne sont pas de l'ordre parfois légaux? C'est ce qu'on commence à voir. On commence à voir des gens être mis en cause publiquement pour des... Voilà, la suite nous intéresse peu. Donc voilà, grosso modo, elle est en train de dire, en citant Camus, donc Camus est un de mes écrivains préférés, en plus de ça, j'ai tout lu de Camus, y compris ses correspondances, bref, je suis un amoureux de Camus. Et donc elle utilise Camus pour expliquer qu'il faudrait se poser la question, avant de faire un témoignage qui ne relèverait pas de faits légaux sur un personnage, il faut se poser la question des conséquences. Et ben en fait, Caroline Fourest, on a quand même envie de lui répondre que la charité bien ordonnée, elle s'ordonne d'abord à soi-même, parce que il y a très peu de temps, dans Franc-Tireur, son magazine, il y a eu une grande enquête de Tristan Banon qu'elle a beaucoup relayée sur les réseaux sociaux elle-même. Caroline Fourest, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode, dans lequel il dézingue le juge Édouard Durand sur la base de rien du tout. C'est une enquête qui est complètement vide. Sur la base évidemment absolument de rien d'illégal. Les deux grands reproches qui sont faits dans cette enquête, le premier c'est de dire qu'il avait beaucoup de pouvoir dans la Civise et que c'était une personnalité assez forte. Avec Ernestine Renet, oui, il était président de la Civise, il prenait les décisions. Et le deuxième reproche qui était fait, c'était de dire qu'il n'avait pas travaillé sur la question du handicap alors que ça lui avait été demandé. Et on avait vérifié ensemble, on avait fact-checké ça pour montrer que c'était complètement faux. Il y a évidemment des paragraphes qui parlent des faits de pédocriminalité sur le handicap. Et il précise d'ailleurs, le rapport de la Civis précise que c'est même la population la plus touchée par l'inceste, les enfants en situation de handicap, et donc qu'il faut avoir une vigilance accrue. Et donc voilà, il y a simplement une enquête qui est sortie sur la base du coup d'un témoignage. C'est Tristan Banon qui dit que le mec n'est pas bien parce qu'il était autoritaire sur la base de pas grand-chose. On ne sait pas très bien pourquoi elle dit ça. Qu'il n'a pas fait le travail qu'on lui a demandé. Ce sont des accusations publiques pour des choses qui ne sont pas légales, qui ont pour vocation du coup d'abîmer l'image publique d'une personne. Et donc c'est une forme de cancel culture, c'est-à-dire qu'en fait Caroline Fourest, si on arrive à se mettre d'accord, et on se mettra pas d'accord, mais mettons qu'on arriverait potentiellement à se mettre d'accord sur le fait que il faudrait pas utiliser le call-out, longuement revenir sur le call-out sur les réseaux sociaux quand on dénonce pas quelque chose d'illégal en pensant à la réputation de la personne avant tout, et dans ce cas-là, faites la même chose. Appliquez-vous ce conseil à vous-même. Retirez cet article, cette enquête juste lamentable, qui en plus de ça,
On a tous une suspicion évidemment de connivence avec le pouvoir. C'est pas pour rien que le magazine Franc-Tireur est qualifié d'ultracentre. C'est pas pour rien qu'il est qualifié d'accointance macroniste, parce que les figures du macronisme sont tout le temps épargnées quoi qu'il arrive. Et il se trouve que quand il y a eu une deuxième Civise, ce qui s'est passé, c'est que ça a révolté pas mal de personnes sur la façon dont ils ont dissous la première Civise, qui avait fait un travail remarquable. Et l'objectif de la Civise n'était pas d'être reconduite. L'objectif de la Civise, c'est qu'ils produisent un travail pour qu'on sache comment lutter contre la pédocriminalité, pour mettre en place les mesures proposées par la Civise, les fameuses 20 mesures. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron ? Comme ce n'était pas des figures qu'il avait sous son contrôle, il les a mis de côté. Ils les ont tous mis de côté quasiment. Il y a eu des démissions collectives après qui ont été consécutives au renvoi du juge Édouard Durand. Au final, on ne va pas en voir le jour, on ne va pas avoir le bout du nez de l'application de ces 20 mesures qui ont été proposées. Donc le travail aurait potentiellement été fait pour rien. C'est absolument désolant. Et Emmanuel Macron a mis à la place une femme qui est passée devant la justice pour des accusations d'agression sexuelle. Je serai en mesure de vous en parler beaucoup plus longuement plus tard avec la plaignante et puis voilà, avec d'autres témoignages. On en parlera vraiment beaucoup plus tard. Et pour le coup, je préparerai l'émission, je pense, avec Anthony Reisberg, mon avocat, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que nous, on pense qu'il y a une connivence. On pense qu'il y a une connivence avec le fait que le magazine Franc-Tireur, très proche du macronisme, a voulu réasseoir l'autorité de la Civise numéro 2, réhabiliter une femme qui a pour le coup une plainte pour des choses illégales, que ce soit vrai, que ce soit faux, la plainte a abouti à un non-lieu en l'occurrence. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait en retour ? Vous avez fait un article pour dénoncer publiquement des agissements qui ne sont pas illégaux, que vous n'estimez pas moraux, d'une personnalité publique. C'est de la cancel culture d'une certaine façon, c'est une forme de call-out. Et donc moi je suis très gêné d'entendre ça. Moi je trouve ça très facile de venir et de faire des grandes déclarations comme ça. Autre chose, vous vous rappelez, c'était chez Ruquier, quand Aymeric Caron lui avait dit, il discutait de ses méthodes de travail, il lui avait dit, Caroline Forest, vous avez quand même été condamnée pour diffamation. Elle dit, ah non, j'ai gagné mon procès en appel. Et il se trouve que, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. À l'époque, l'appel n'avait pas eu lieu encore, donc elle n'avait pas encore gagné son procès en appel. Donc ça avait choqué un peu tout le monde, et donc Aymeric Caron, il avait été réinvité pour discuter de ça. Laurent Ruquier avait expliqué qu'il n'inviterait plus Caroline Forest parce que c'était un mensonge, en tout cas à l'époque, et qu'il trouvait ça choquant. Donc il y a quand même un rapport à la réalité qui est questionnable là-dedans. C'est-à-dire que quand vous arrivez en disant la cancel culture, c'est les autres, c'est surtout pas nous, c'est eux, le camp du mal, qui veulent canceller sur la base de rien. Vous allez voir que dans le Vertige MeToo, on va énormément retrouver ce type de propos. On a envie de vous faire une attaque miroir, et de vous renvoyer en boomerang. Et avant de commencer la deuxième partie, on va du coup travailler sur le 8e extrait dont je voulais vous parler. Mais vous allez voir, c'est pas moi qui vais le commenter, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc ce 8e extrait, il se situe à la page 153. À la page 153, vous avez un chapitre qui commence et qui s'appelle « L'emballement ». Donc je vous montre. Et c'est pas moi qui vais répondre à ça. Donc le premier extrait que je vais vous lire est le suivant. L'emballement, je cite bien sûr la Caroline Forest. « Depuis MeToo, pas un mois ne s'écoule sans que l'arène publique ne soit secouée par une nouvelle affaire comme les enquêtes Chic et Choc de Mediapart. En quelques années seulement, ce média les a comptés. Le nombre de personnalités françaises clouées au pilori pour un MeToo s'élève à plus de 100. Un phénomène qui touche surtout les domaines en vue, entre guillemets le mot vue, le cinéma, la politique, les médias, partout où la mise en cause d'une célébrité peut passionner, faire vendre du papier et générer du clic. » Fin de citation. C'est un chapitre où elle démolit Mediapart. Vraiment, elle les démolit. Et c'est pas moi qui vais répondre. C'est pas moi qui vais répondre à ce passage-là. C'est Lénaïque Bredou, qui est une journaliste à Mediapart, justement, et qui, le 13 septembre, après avoir découvert cet extrait, a partagé ça dans le club de Mediapart, les mensonges de Caroline Forest. On va pas tout lire en détail, on va lire le principal. J'ai besoin de toujours examiner les faits, rien que les faits. Il faut prendre Caroline Forest au mot et lire attentivement son dernier livre, Le Vertige MeToo. Cet opus dont la sortie fait déjà l'objet d'une importante promotion, mais gravement en cause Mediapart, ses journalistes et ses lecteurs et lectrices. Mentionné plusieurs dizaines de fois, d'accord. Donc moi je connais pas beaucoup de personnalités de gauche qui soient autant repris par des personnalités de droite et qui s'attaquent systématiquement à des médias de gauche. Mais bref. Mentionné plusieurs dizaines de fois, notre journal avec ses enquêtes et son indépendance est la cible de cette charge en raison de son rôle actif par ses révélations dans la prise de conscience provoquée par le mouvement MeToo. Et on pourrait dire que Mediapart est tout à fait dans son droit, il est attaqué dans un livre, et puis ils veulent simplement se défendre. En fait, c'est même pas qu'ils veulent se défendre, c'est simplement qu'il y a, d'après du coup Lénaïque Bredou, d'après Mediapart, des mensonges au sujet de Mediapart. Et des mensonges quand même assez problématiques, et donc on va en lister quelques-uns, et vous allez voir que ça va pas du tout.
Elle explique que dans le livre, il repose des insinuations, toutes plus fumeuses les unes que les autres. Ainsi, Caroline Forest évoque une émission de Mediapart datant de 2017 dans laquelle notre journaliste Mathieu Magnodet, alors en poste aux États-Unis, prononcerait le nom d'Harvey Weinstein de manière à souligner sa judéité. Et elle répond... Donc là, il y a un extrait du livre. Ne plongeons pas dans l'absurde en produisant un extrait de milliers d'émissions télé ou radio dans lesquelles les prononciations varient, ne cédons pas au ridicule. En revanche, tenons la promesse des faits, rien que des faits. Lors de l'émission citée par Caroline Forest, le journaliste de Mediapart cité n'insiste pas sur ce point puisqu'il ne l'évoque pas. C'est François Bonnet, alors directeur éditorial, qui souligne les deux prononciations qui coexistent alors au journal. Caroline Forest relaie une autre fake news sur celle de notre travail concernant l'islamologue Tariq Ramadan. Le média s'est contenté de faire le service minimum, écrit-elle. Notre dossier consacré à cette affaire emblématique compte pourtant 28 articles, dont une longue enquête de 2017, et on reviendra sur ces accusations qui nous sont formulées à nous, qui vous sont formulées à vous. Quand une affaire de viol ou de pédocriminalité toucherait un nom blanc, on ferait absolument tout pour ne pas l'entendre. Qui utilise ces arguments aujourd'hui? La gauche? Non, c'est des arguments d'extrême droite, évidemment. C'est l'extrême droite qui dit « Vous n'osez jamais parler des affaires de viol quand ça concerne des immigrés ». Et donc, là, en l'occurrence, il explique que c'est vos 28 articles, dont une longue enquête. Enfin, je veux dire, c'est quand même grave. Caroline Forest reproche à Mediapart d'avoir mis en valeur l'avocat général Mathieu Bourrette, qui a requis une relaxe partielle dans l'affaire Ramadan. En réalité, nous l'avons bien reçu sur notre plateau, mais en 2021, à une époque où il n'était pas encore en charge de ce dossier. Il y a un problème avec la réalité, là. Il est également faux d'écrire qu'Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart, a passé beaucoup de temps à faire la tournée des banlieues en compagnie du prédicateur après les attentats de 2015 contre Charlie, qualifiant de procès en sorcellerie cette campagne mensongère dont elle fut l'initiatrice en compagnie de Manuel Valls. Notre directeur éditorial de l'époque et cofondateur François Bonnet avait longuement et précisément rétabli la vérité des faits, et vous avez un article qui rappelle à quel point tout ceci est complètement faux, que je vous recommande de lire. Je vais vous le mettre dans la description de la vidéo, évidemment. Autre erreur factuelle, ça commence à faire beaucoup pour un ouvrage. Ça va, les éditions Grasset? Vous êtes bien, vous êtes confortable à partager ça? On va pas oublier. Autre erreur factuelle, Mediapart n'a pas publié une enquête en 5 volets sur Ramadan sous pression, après les accusations de VSS, comme l'écrit Forest. Cette série d'articles, signée Mathieu Magnodet, a été publiée en avril 2016, soit 18 mois plus tôt. Le volet MeToo n'y figure pas, et pour cause, nous sommes 1 an et demi plus tôt et nous n'avions alors jamais été alertés à ce sujet, comme nous l'avons expliqué à de nombreuses reprises. En revanche, Caroline Forest avait accueilli la parole de 3 femmes dès 2009, mais avait délibérément choisi de ne pas enquêter à l'époque, au point de se taire et de ne rien dire publiquement. Je ne me suis pas senti de relayer leurs accusations tant que la justice n'était pas saisie. On va beaucoup reparler de ça, puisque par définition, dans une société patriarcale, la justice est évidemment pétrie de principes patriarcaux, et donc ne peut pas défendre correctement les victimes de viol. Ce n'est pas possible. Et donc, on ne peut pas attendre qu'une femme décide d'aller porter plainte pour la croire ou pour relayer sa parole. Comme journaliste, j'enquête sur les discours, pas sur les lits, fussent-ils intégristes. Bref. Elle rappelle également que Mathieu Magnodet a longuement enquêté sur sa trajectoire intellectuelle et politique dans un article intitulé « Les croisades de Caroline Forest ». Autant vous dire qu'il ne m'a pas contacté pour son enquête. C'est absolument faux, comme le démontrent des mails que nous avons conservés. Et donc, il partage les mails, donc elle a été concernée. En revanche, Mediapart prétend que Caroline Forest ne les a pas contactés à propos de tout ce qu'il y a à l'intérieur de leur ouvrage. Les faits, rien que les faits, toujours. Caroline Forest écrit ainsi que Mediapart a consacré plus de 40 articles en 6 ans au directeur du Festival de Cannes et de l'Institut Louis Lumière, Thierry Frémaux. Entre 2018 et 2024, Mediapart a consacré seulement 3 articles à ce personnage clé du monde culturel. Il y a quand même une différence entre 40 et 3. Je veux bien que parfois on puisse exagérer et avoir dit le chiffre 10 quand il s'agissait de 8, mais on ne dit pas qu'il y a eu 40 articles pour faire croire à un acharnement au lecteur, parce que c'est du mensonge, alors qu'il n'y en a eu que 3. Ce travail se baserait, d'après l'essayiste, sur la base de confidences de jeunes salariés. En réalité, nos informations sont étayées par des salariés de tous âges, d'ancienneté et de statuts variés, y compris des collaborateurs de Frémaux. Le livre relaie une autre fausse information à propos du patron de l'Académie des Césars, Alain Terzian. La plus insistante rumeur clame qu'il serait lui-même visé par une enquête de Mediapart. En réalité, ces journalistes ont retourné tout Paris en vain et l'enquête ne sortira jamais. Et elle dit « Nous n'avons jamais enquêté sur Alain Terzian, nous n'avons même jamais envisagé de le faire ». Bref. Elle dit il y a une enquête de Mediapart où des femmes l'accusent de mal se comporter en état d'ivresse en soirée. Dans notre article publié en 2023, la journaliste Marine Turchi rapporte l'ouverture par la justice d'une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle. Ça n'est pas une rumeur qui a été rapportée. Caroline Forest essaye de vous faire croire ça.
Elle essaye de vous faire croire dans votre ouvrage que MeToo, c'est des propagations de rumeurs quand Mediapart dit « Ah non, nous, c'est pas une rumeur qu'on a relayée ». Nous, on a appris qu'il y avait l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle. C'était bien précisé dans l'article, on l'avait lu ensemble sur la chaîne. Et Caroline Forest essaye de faire passer ça pour des relayeurs de rumeurs. Elle n'a pas non plus convaincu Adèle Haenel de dénoncer Christophe Ruggia. Mais ça, à la limite, c'est pas vraiment un mensonge. Ensuite, soi-disant qu'ils auraient forcé la parole de Mai Wen, ils disent que c'est faux, en faisant fuiter des extraits de son témoignage recueilli au cours de l'enquête par la police. Mediapart répond, son audition avait été révélée par de nombreux médias avant notre journal, comme vous l'avons expliqué dans un article, dans un billet en accès libre. Mediapart n'a pas non plus compté les affaires MeToo en dénombrant 100, ils disent qu'il y a eu 100 affaires MeToo, on l'a lu. Comme nous l'expliquons dans une enquête de 2022, nous en avons choisi 100 pour esquisser un bilan de ce mouvement entamé 5 ans plus tôt, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Ils n'ont pas fait 100 enquêtes, ils ont relayé 100 affaires qui concernent le mouvement MeToo, qu'ils estiment être emblématiques de ce courant. Bon, voilà. Voilà pour les principaux mensonges, c'est un problème. Hein. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème de trouver dans un ouvrage Mediapart cité autant de fois, plusieurs dizaines de fois en l'occurrence, pour finalement des démentis sur des faits, qu'il y ait des différences idéologiques entre Caroline Forest et Mediapart, sans blague, on s'en serait pas douté. Mais on ne peut pas modifier les faits comme ça, d'accord ? C'est de la diffamation, en fait. Mediapart peut porter plainte pour ça, contre l'éditeur, du coup. Moi, je ne comprends pas que Grasset ne réagisse pas, hein, très sincèrement. J'ai essayé de les interpeller sur les réseaux sociaux, pour l'instant, ils s'en fichent. Voilà. Il faut que je m'en arrête là pour la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va lire les 9 autres extraits que j'ai sélectionnés de son ouvrage. Je vous dirai à chaque fois à quelle page les trouver. Comme ça, vous pourrez aller vérifier mes dires, vérifier que je ne modifie absolument aucun mot de ce que je lis. Et vous allez voir que voilà, c'est vraiment un ouvrage, contrairement à ce qu'elle dit, qui est assez proche, finalement. Les critiques qu'elle émet sur le camp MeToo sont des critiques très proches de celles qu'on entend plutôt des camps conservateurs d'extrême droite et de droite radicale, ou de droite catholique, ou de droite religieuse en général. Et voilà, c'est évidemment problématique. Allez, moi je m'arrête ici, et puis ça va vous faire une petite ellipse. On se retrouve dans un instant, peut-être avec une autre tenue, du coup ne soyez pas surpris. À tout de suite. Allez hop, petite ellipse, on est désormais aujourd'hui, un dimanche 15 septembre matin. Je n'ai pas pu finir la vidéo hier, mais c'est pas grave. Je pourrais vous la sortir, je pense, vers 11h, quelque chose comme ça. On a commencé à parler un petit peu de Caroline Forest. On a parlé d'un des 10 extraits que je voulais examiner, à savoir ce qu'elle disait de Mediapart, en donnant la parole à une journaliste de Mediapart pour répondre à ces mensonges. Et maintenant, on va étudier 9 autres extraits de l'ouvrage, qui sont des extraits très courts, et je propose de vous commencer par un extrait qu'on trouve à la page 29, donc on est dans le deuxième chapitre de l'ouvrage, dans un sous-chapitre qui s'appelle « Le procès du viol et de l'injustice ». J'ai choisi des extraits, j'ai eu du mal à choisir les extraits que j'allais vous partager, mais les extraits qui m'intéressent sont des extraits qui... c'est quand même surprenant d'avoir un ouvrage sur MeToo dans lequel une autrice est obligée de dire en permanence « Non mais MeToo j'aime bien, c'est bien MeToo hein. ». Parce qu'on comprend qu'en fait derrière la critique de MeToo, il y a une critique non pas des excès de MeToo, mais de MeToo lui-même. Et ce qui me gêne dans certains extraits que je vais vous montrer, c'est qu'un petit peu à l'instar de ceux qu'on a étudiés au sujet de Mediapart, c'est pas qu'ils sont mensongers, mais je vous allez tout de suite comprendre avec cet extrait. Il est page 29. Aussi fou que cela puisse nous paraître, pendant toutes ces années, cette bataille juridique est loin de faire l'unanimité, pas seulement chez les conservateurs, mais parmi les progressistes et parmi même les féministes. Point d'exclamation. Les plus révolutionnaires partagent avec leurs camarades d'extrême gauche l'idée qu'il ne faut rien demander à la justice bourgeoise sous peine de la légitimer. Elles préfèrent, ces féministes-là, de loin une vendetta aux assises. Bon, là on est page 29. Après elle dit, certaines proposent carrément de tuer les accusés plutôt que d'en passer par un procès. Bon, très sincèrement, il faut citer, quoi. Il faut dire de qui il s'agit parce que moi j'ai jamais lu ça. Voilà ce qui m'agace avec cet extrait. Ce qui m'agace avec cet extrait, c'est qu'avec ce point d'exclamation, cette façon dont elle parle avec une forme d'emphase, les féministes disent qu'il ne faut même pas passer par la justice, alors qu'il faudrait libérer la parole, donc elle préfère la vendetta à la justice populaire, à la justice bourgeoise. Elle fait référence à quoi ? Elle fait référence en 1974 à des membres du MLF qui effectivement étaient allés manifester devant les assises pour demander la libération de violeurs qui étaient accusés du coup de viol. Et donc on pourrait tout de suite se dire, c'est quand même étonnant, enfin là on parle du MLF, la première vague du féminisme, une première vague qui est hautement politisée, contrairement à la quatrième vague. La quatrième vague est un mouvement féministe beaucoup plus populaire, beaucoup plus développé,
qui a pris absolument toutes les sphères et qui est décorrélée d'une certaine vision politique. C'est comme ça que la quatrième vague est analysée, en tout cas par les analystes féministes. La première vague, c'était pas du tout ça. Les membres du MLF, on en avait déjà parlé quand on avait parlé un petit peu de leur histoire. Vous en avez certaines qui avaient déjà créé une association féministe à la fin des années 60 qui s'appelait le FMA, le Féminisme Marxisme Action, qui était un mouvement féministe extrêmement politisé et qui a été influencé, comme beaucoup de figures politiques de leur époque, par les travaux de Michel Perrault, par les travaux de Foucault sur la prison et sur, d'une façon générale, la justice punitive. Et l'une des raisons pour lesquelles elle militait devant le tribunal, c'était certainement pas, comme Caroline Fourest le dit, pour une vendetta plutôt que des assises. Pas du tout. Simplement, ce qu'elle expliquait, c'est que la justice punitive, contrairement à la justice réhabilitative, n'a pas d'utilité, n'a pas de fonction. Ça ne va rien changer aux yeux de la société parce que c'est traité à chaque fois comme du fait divers. C'est-à-dire que, ok, on va condamner des violeurs, on va les mettre en prison, ce ne sera probablement pas efficace, ils seront probablement toujours dangereux en sortant de prison et en plus, ça ne va rien changer à la problématique du viol. Ça ne va rien changer à la domination masculine. Il y avait une réflexion politique très puissante derrière. C'était des mouvements féministes qui étaient des mouvements aussi abolitionnistes du système carcéral. C'était pas uniquement, en plus de ça, il y a eu une grande influence d'Angela Davis qui a beaucoup écrit sur la question de la prison. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que Caroline Fourest, elle vous dit, ouais, mais les féministes en 74, elles disent, il faut plutôt la vendetta plutôt que la justice populaire. Sous-entendu qu'aujourd'hui, en fait, on en est un peu au même point. Vous comprenez, c'est exactement ça qu'elle est en train de vous dire. Elle préfère de loin une vendetta aux assises. On est exactement dans la critique des excès de MeToo, qu'elle fait remonter aux années 70. Et je trouve ça profondément malhonnête. Alors, soit c'est parce qu'il y a un manque de connaissance de cet événement, ou un manque de compréhension, ou soit c'est un peu volontaire. Et un autre extrait que je vais vous lire, le troisième, c'est même pas un extrait, c'est le titre d'un sous-chapitre qui est à la page 56, qui dit carrément « La meute change de camp ». La meute change de camp, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a une continuité dans la pensée de Caroline Fourest dans cet ouvrage, à dire que, en fait, là, vous êtes en train de vous comporter un peu en meute, quand vous faites des call-outs sur Internet. Et la culture du call-out, je comprends qu'elle soit critiquée. Elsa Marceau l'a énormément critiquée dans son ouvrage, qui parle des reproductions dans les milieux militants de sortes de violences internes qui ressemblent à s'y méprendre à ce que la justice punitive produit. Et si vous voulez, moi je peux comprendre que la culture du call-out puisse être critiquée dans certains cas. Mais ce que Elsa Marceau rappelle très bien et qu'il faut garder en tête, c'est que le call-out a quand même une fonction. A une fonction fondamentale, à savoir qu'il y a certaines situations dans lesquelles le rapport de force entre l'agresseur et la femme, ou en tout cas la personne qui a commis quelque chose d'indélicat, parce qu'il y a des call-outs qui peuvent être faits parce que vous vous êtes mal comporté, parce que vous avez mal utilisé certains mots, etc. Et donc parfois il y a un tel rapport de force inégal entre la personne qui s'est mise dans la position de fauter et la victime de cette faute, que la seule chose qui peut rester, c'est le call-out. C'est de dire en fait moi je ne suis pas cru, je ne suis pas entendu, et donc je vais devoir en parler en public. Et donc ça a quand même un sens. Et Caroline Fourest parle de la meute qui change de camp. La meute, je veux dire, les femmes qui ont subi des viols et qui racontent ces viols, ces agressions sexuelles sur les réseaux sociaux sont catégorisées dans le camp de la meute. Et dans ce chapitre-là, elle parle d'un peu tout le monde. Et elle parle la meute qui change de camp pour parler de quoi ? Pour parler de Sandra Muller et pour parler d'Harvey Weinstein dans le chapitre. Mais enfin, c'est quand même... Enfin, je veux dire, il faut l'avaler, ça, quand on est une femme, et de dire, oui, en fait, maintenant, la meute a changé de camp. Sous-entendu, en plus de ça, la meute change de camp, que du coup, le pouvoir a changé de main, comme si aujourd'hui, c'était les femmes qui disposaient du pouvoir. Et c'est d'autant plus agaçant que Caroline Fourest n'est jamais en reste quand il faut défendre certaines victimes qui ont subi un call-out. On en a déjà parlé auparavant. Mais alors, par contre, évidemment, c'est le 5e extrait, je ne peux pas vous lire en entier, mais j'aimerais bien, qui est un sous-chapitre, qui va de la page 64 à la page 73, là-dessus, elle est intarissable. Pour le coup, ça vaut le coup d'en écrire 10 pages. Page 64, l'affaire Ramadan. Alors là, l'affaire Ramadan, par contre, là, c'était normal pour elle. Ah, lui, c'était mérité. Et si vous voulez, évidemment que c'est mérité pour Tariq Ramadan, pour mille raisons, mais c'est mérité pour les Blancs également, qui ont subi un call-out quand ils ont commis une agression sexuelle. C'est valable aussi pour les Blancs, Caroline Fourest. Donc là,
l'affaire Ramadan, qu'est-ce qu'elle nous dit? Page 64. Il existe au moins un cas où Balance ton porc a permis de faire trembler un homme qui justifie terrorisait ses victimes en toute impunité. Le nom du prédicateur islamiste, l'un des ambassadeurs les plus redoutables de la mouvance des frères musulmans, a été mis en ligne le 20 octobre 2017 sur Twitter en réponse à l'appel de Sandra Muller. Et donc, elle parle de qui, à votre avis? C'est Tariq Ramadan. Voilà. Caroline Forest vous dit il existe au moins un cas où Balance ton porc a permis de faire trembler un homme en choisissant, bien évidemment, un musulman, bien évidemment. Au moins un cas. Balance ton porc a eu au moins un cas. Enfin, ça vous scandalise pas? Je veux dire, c'est avec Balance ton porc qu'on a appris que Bryan Singer et Kevin Spacey violaient des ados, violaient des jeunes hommes ados dans des jacuzzis autour des tournages, parfois mineurs. C'est grâce à Balance ton porc qu'on a eu Weinstein, c'est grâce à Balance ton porc et à MeToo qu'on a eu les affaires sur Depardieu, qu'on a eu les affaires sur Luc Besson, qu'on a eu je ne sais pas combien d'affaires, on va même pas toutes les citer. MeToo est tellement minimisé qu'elle se permet dans un ouvrage où attention, hein, elle n'est pas contre MeToo, de vous dire il existe au moins un cas où Balance ton porc a permis de faire trembler un homme. Pour que ça tombe sur Tariq Ramadan. Alors, moi, je veux pas faire l'hypocrite. Moi, je suis très content que les femmes qui aient parlé au sujet de Tariq Ramadan aient fini par être crues. Et j'en suis parfaitement conscient. Et c'est tout à fait normal. Mais vous voyez quand même que c'est quand même pas un hasard que, allez, jetez un petit coup d'œil au magazine Franc-Tireur, que des athéistes extrémistes comme eux, des ultra-athéistes, choisissent de considérer que si MeToo et Balance ton porc ont eu un effet positif, bah c'est parce qu'on a mis Tariq Ramadan en difficulté, voilà. Voilà, il y a eu au moins un effet de Balance ton porc, c'est Tariq Ramadan. Je trouve ça indécent de dire un truc pareil. Au moins un effet positif, mais enfin, je comprends pas. On va réhabiliter tous les autres parce qu'ils sont blancs. Alors vous allez me dire que j'exagère un petit peu, mais page 84, un autre extrait que je vais vous lire. Le titre va vous agacer, Polanski, ce cas d'école. Depuis que le monde est MeToo et nomme les agresseurs à voix haute, il en tombe de partout. Des critères plus personnels ou secondaires entrent inévitablement en scène pour s'émouvoir d'une affaire plutôt que d'une autre. En l'occurrence, Roman Polanski, c'est à 40 ans, il utilise sa position de cinéaste et de photographe pour avoir des rapports sexuels probablement non consentis. De toute façon, la question du consentement ne se pose pas avec une mineure. Il est condamné à la légère, il finit par fuir son pays, la justice aimerait revoir le cas, il refuse de fuir son pays, il se cache pour échapper à la justice. Caroline Forest, vous avez le droit de ne pas être choqué par ça, on a le droit, nous, d'être choqués. C'est pas des critères plus personnels ou plus secondaires pour qui fait qu'on l'a choisi lui plutôt qu'un autre. C'est pas de l'antisémitisme, elle ose. Hein. Je vous jure qu'elle ose. Hein. En disant oui, quelqu'un en plus s'était moqué de son poids alors qu'il a grandi dans un ghetto de Varsovie. Très sincèrement, il y a difficilement plus sensible à l'histoire du génocide des Polonais juifs que moi. Mais le fait que Polanski soit d'origine juive polonaise, je m'en contrefiche en fait. S'il a commis des actes répréhensibles sur mineurs, il doit être jugé. Tout simplement. Et elle ose aller son antisémitisme après, bref. Aux yeux des féministes décoloniales, intersectionnelles ou révolutionnaires, elle vous aime pas. Le Weinstein français. Pas français, puis il n'est pas comparé à Weinstein, personne ne l'a comparé à Weinstein, vous voyez, elle vous fait dire ce que vous ne dites pas. Elle vous fait dire, vous considérez que c'est aussi grave d'avoir eu une affaire de pédocriminalité dans votre vie que Weinstein qui a probablement commis des agressions sexuelles et des viols sur plusieurs cinquantaines de femmes pendant 50 ans en toute impunité. Vous êtes en train de dire que c'est exactement la même chose. Mais pas du tout. On est en train de dire qu'il y a eu des faits qui ont été mal jugés. Il y a un juge qui demande à rouvrir le dossier et il fuit la justice. Mais Caroline Forest, un musulman ferait ça. Il serait condamné à la légère pour un crime qu'il a commis et la justice se dirait quelques années après on voudrait réouvrir le dossier et il irait se barrer en Suisse pour échapper à la justice. Vous seriez... Comment vous réagiriez? Soyez honnête. Et donc le Weinstein français, celui qui mérite de consacrer un feuilleton qui dure depuis 40 ans, ne s'appelle pas Tariq Ramadan mais Roman Polanski. Alors par contre, pour elle, Tariq Ramadan, c'est Weinstein. C'est-à-dire qu'elle est en train de vous dire « Ah, vous les féministes, les bandes de débiles, vous n'êtes même pas capables de faire la différence entre ce qu'a commis Roman Polanski et Weinstein, alors que notre Weinstein, hein, oui, c'est Tariq Ramadan, quoi. Hein. Oui, c'est la même chose, hein, c'est comparable. Hein. » Et elle dit pourtant les faits sont très anciens, prescrits, et le réalisateur ne semble plus présenter de danger, contrairement au prédicateur, elle revient vraiment sur lui en permanence. Hein.
Mais lorsqu'on vient de cette gauche, il est plus facile de s'intéresser à un violeur qui incarne la puissance, Wall Street Hollywood, qu'à un prédateur frère musulman perçu comme un damné de la terre, victime de racisme, fut-il intégriste et violent. Caroline Forrest, une des raisons pour lesquelles Tariq Ramadan a pu violer, c'est précisément parce que Tariq Ramadan, il a du pouvoir. Ça fait partie des raisons qui font que les hommes se sont autorisés à violer. Aucune féministe ne considère qu'il ne faut pas dénoncer Tariq Ramadan sous prétexte qu'il soit musulman. Il est à dénoncer parce qu'il a commis ces actes-là, et comment il a fait pour commettre ces actes-là? Il a utilisé l'aura médiatique dont il bénéficiait, il a utilisé son pouvoir, et donc il mérite d'être condamné. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Mais vous vivez dans un monde, Caroline Forrest, vous vivez dans un monde vraiment qui n'existe pas, que je ne perçois pas. Où sont les articles des féministes disant il ne faut pas condamner Tariq Ramadan parce que si ça lui tombe dessus, c'est uniquement parce que, comment elle le dit, uniquement parce qu'il est victime de racisme. Où sont ces articles-là? Ça n'existe pas. Vous êtes en train de faire dire des choses à des féministes qu'elles n'ont absolument jamais dit. Et c'est fatigant en fait de lire ça pendant la totalité. Pendant la totalité du truc, surtout si c'est pour le comparer, page 94, en disant il n'est ni Dutroux ni Dreyfus, mais personne. C'est quand même quelqu'un qui a créé Franc-Tireur en disant parce qu'on veut lutter contre les pensées des extrêmes. Mais qui propage de la pensée des extrêmes là? Qui prête? En fait, vous prêtez des pensées extrêmes à la tête des féministes, vous faites des hommes de paille, hein. Et ensuite, vous dites, regardez, les féministes, c'est des débiles, elles disent ça, elles considèrent que Polanski, c'est exactement comme Weinstein, alors que c'est Tariq Ramadan, 40 pages hein, autour de Tariq Ramadan sur 300, enfin, je veux dire, plus de 10% du récit, enfin bref, c'est fatigant, quoi. Et par contre, quand il faut défendre les agresseurs sexuels blancs, là, par contre, là, il y a du matériau, là, page 110. Que nous dit Adèle Haenel ce jour-là? Elle décrit une relation où le cinéma sert de piège à adolescente. L'influence d'un réalisateur qui la prend sous son aile, l'aime comme sa créature, cherche à la séduire malgré son immaturité. Vous êtes... Excusez-moi, vous romantisez les violences d'un adulte sur une mineure de moins de 16 ans, là? Un amour déplacé, je ne fais pas une blague, hein, c'est exactement ce qui est écrit, tentant de gagner du terrain centimètre après centimètre en la faisant asseoir toujours au même endroit, en passant parfois une main sous son t-shirt dans l'espoir de caresser plus d'intimité. Elle est en train d'écrire un truc qui est presque un truc érotique qui a été vécu comme une agression sexuelle par Adèle Haenel. Hein. Ce qu'elle décrit comme du harcèlement sexuel permanent, et là elle met des guillemets, hein, des attouchements répétés, des baisers forcés dans le cou et un amour lourd à porter. Ce dispositif qui a duré des années laisse des traces quand on se construit, même si cela peut paraître peu à des femmes ou à des hommes violés par la force. Non, en fait, personne n'a comparé, personne n'a dit comme il n'y a pas eu pénétration sur Adèle Haenel, ça nous paraît peu. D'où sort cette phrase? Un ami du métier proche de la comédienne m'a raconté avoir baissé son pantalon pour lui montrer la cicatrice qu'il porte à l'anus en souvenir d'une agression. Bon sang Adèle, un viol, c'est ça. Elle est en train, vraiment, vous voyez, elle est en train de s'en prendre à Adèle Haenel là. Elle s'en prend à Adèle Haenel en disant, il y a quand même, on m'a raconté, hein, on m'a dit qu'un de ses amis comédiens qui avait subi une sodomie forcée, absolument horrible de lire ça, on espère que cette personne va mieux, qui serait allé lui dire « T'as pas été violée en fait, Adèle ». Adèle Haenel, à sa prise de parole à Mediapart, a permis de débloquer quelque chose d'assez énorme dans le cinéma français. C'est que déjà Christophe Ruggia, qui avait dit bah, « Maintenant sa carrière elle est finie en rigolant », n'avait toujours pas compris que Adèle Haenel était plus grande que lui désormais. Et que comme elle était plus grande que lui, eh ben non en fait. La façon qu'il a eu de la traiter, eh ben il va le payer. Et cette fois-ci, pour une fois, la puissance, elle était du côté d'Adèle Haenel. Et ce que ça a permis derrière, ça a été une réaction du cinéma français tellement importante, tellement démesurée, que toutes les affaires qui étaient déjà sorties ont commencé à prendre de l'ampleur et qu'il y a d'autres affaires qui sont sorties. Adèle Haenel, elle a donné la possibilité à je ne sais pas combien de femmes de se dire « Eh ben moi aussi je vais raconter, parce que j'en ai ras-le-bol ». Et vraiment, mais... Je vous ai gardé une meilleure pour la fin, toujours page 110, donc quelqu'un vient lui voir en disant « Bon sang Adèle, un viol c'est ça ». Elle précise, Caroline Forrest, l'actrice appartient à cette génération qui peine à voir la différence. Elle considère qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire la différence entre ce qu'a vécu Adèle Haenel et un viol anal. Ça va, Grasset, hein? On vous dérange pas? Putain, c'est dingue. Ça, c'est Mediapart. Je vous l'avais lu déjà, du coup. Alors.
Qu'est-ce qu'on a là? Ah, le bûcher des célébrités, on est page 161. Je cite, sous l'Ancien Régime, plus l'agresseur était riche ou puissant, moins une plainte avait de chances d'être considérée. Notre époque est à l'opposé. Alors non, Caroline Forest, notre époque n'est pas du tout à l'opposé de ça. Il est absolument évident que lorsque vous êtes riche et puissant, c'est pas forcément la justice dans son ensemble qui vous condamne peu. C'est simplement qu'en fait, ils ont des moyens, les personnes puissantes, que d'autres n'ont pas, surtout une personne qui va porter plainte contre une personne puissante, et ils ont les moyens de prendre des personnes qui connaissent tellement bien l'appareil juridique, qui sont capables de mobiliser sur une affaire 7 ou 8 collaborateurs, qu'ils vont pouvoir trouver absolument n'importe quoi dans l'appareil législatif pour pouvoir les en sortir. Donc bien évidemment qu'aujourd'hui, les puissants ne sont pas aujourd'hui les plus fragiles face à la justice. Il faut oser. Hein. Sous l'Ancien Régime, plus l'agresseur était riche ou puissant, moins une plainte avait de chance d'être considérée. Notre époque est à l'opposé. Elle raffole des histoires de pot de terre contre le pot de fer. Mais vous n'avez jamais accompagné une victime de viol dans un commissariat de police. Vous n'avez jamais entendu un policier dire « Vous êtes en train d'accuser quelqu'un de connu c'est étonnant, vous en voudriez pas à son argent par hasard ?» Je veux dire, mais d'où ça sort mais d'où ça sort qu'aujourd'hui c'est devenu facile, que ça s'est renversé et que maintenant il suffit de dire j'accuse telle personne pour qu'elle passe devant la justice, qu'elle soit condamnée. Et derrière, elle précise, plus l'accusé est riche, plus il est célèbre, plus il risque le tribunal médiatique et même le bûcher. Mais là il y a une incompréhension formelle, c'est-à-dire que le tribunal médiatique, c'est quand même dingue. Le tribunal médiatique ne concerne que des personnalités déjà médiatiques. Évidemment, c'est-à-dire que si vous avez une personne qui passe régulièrement dans les médias, dont on parle régulièrement, déjà, avant, s'il y a jamais il y a une affaire d'agression sexuelle qui le concerne, on va juste continuer à parler de lui sous l'angle de cette affaire. Mais demain, on va pas sortir tous les jours à la télévision des reportages sur un acteur qui a joué dans 2 pièces de théâtre et qui a rempli 40 salles et qui a commis une agression sexuelle. Évidemment que quand ça touche un mec comme Depardieu qui est absolument partout dans des publicités, qui est dans des bandes annonces, qui se retrouve à la télévision interrogé, il y a des articles sur lui en permanence, il n'y a pas un jour où les gens parlent pas de Depardieu, évidemment que quand ça le touche, les gens ils font des articles dessus. Je ne comprends pas. Elle est en train de sous-entendre qu'aujourd'hui, du coup, il y a des abus de pouvoir. Et que les abus de pouvoir, c'est vous, les féministes, qui les commettez. Vous qui commettez des abus de pouvoir. Aujourd'hui, plus l'accusé est riche, plus il est célèbre, plus il risque le tribunal médiatique et même le bûcher. Et ensuite, elle dit il faut être connu ou puissant pour intéresser la presse. Mais ils intéressent la presse avant. Enfin bref. La moindre tâche sur votre réputation peut vous coûter la mort sociale, parfois la mort tout court. Et elle dit, c'est arrivé à l'un des premiers accusés de l'ère MeToo, un chef cuisinier français d'origine japonaise, Taku Sekine, qui s'est suicidé dans la nuit du 28 au 29 septembre 2020. Et évidemment, c'est terrible. Alors, ce qui s'était passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'il y avait je crois que c'était une Canadienne qui était en France, qui avait raconté avoir subi une agression sexuelle. Elle l'avait dénoncé et effectivement, il avait mis fin à ses jours. Et bien évidemment, impossible de me réjouir que quelqu'un ait mis fin à ses jours, même s'il a commis des actes d'agression sexuelle ou de viol. Mais en fait, le truc sur lequel je suis en désaccord quand même et qui me met en colère, c'est de dire faites attention quand vous dénoncez parce que les gens peuvent se suicider. Comme si en fait, elle dénonçait les effets de ce qui a été produit avant. Mais en fait, juste violez pas, quoi. Je veux dire. Et violez pas, enfin je veux dire, c'est aussi simple que ça. N'agressez pas sexuellement les femmes, parce que, si vous voulez, évidemment que la punition pour avoir agressé sexuellement cette jeune Canadienne, à savoir la mort, est disproportionnée, bien évidemment. Disproportionnée, et c'est absolument dramatique ce qui s'est produit. Mais ça l'est aussi pour elle. C'est-à-dire qu'elle a subi un viol, elle ne peut pas obtenir réparation aussi. Et donc, avant de pleurer les conséquences et de se dire « Ah, quand même, il y a des hommes qui ont mis fin à ces jours », ouais, non mais en fait... La situation dans laquelle il était, la grande dépression qui l'a poussé à mettre fin à ses jours, il l'a provoqué lui-même en fait. Il a agressé sexuellement une femme. Et là, elle se défend, elle dénonce. Et puis, mince, on est dans la période où maintenant les trucs sont repris et relayés sur les réseaux sociaux, donc maintenant tout le monde le sait. Oh là 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 là, c'est absolument horrible ce qui m'arrive. Oui, c'est terrible d'aller suffisamment mal pour effectivement mettre fin à ses jours. Effectivement, c'est terrible. J'ai beaucoup de chagrin de lire que quelqu'un met fin à ses jours, quelles que soient les circonstances. Mais n'allez pas sous-entendre que c'est la faute des femmes qui font des call-out, en fait. Juste les hommes, ne violez pas. Vous voulez pas subir de call-out pour agression sexuelle ? Agressez pas sexuellement. Vous savez, c'est un type, ça. Je vais vous donner 5 conseils pour ne jamais être condamné pour viol dans votre vie. 1, violez pas. 2, ne violez pas. 3, violez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on va finir, parce que ça dure depuis longtemps.
Page 178, j'avais pris 2 autres extraits, mais j'en ai marre. Les amalgames du MeToo gay. Alors ça, vraiment, donc on est page 178, là. Les amalgames du MeToo gay. Je vous lis le premier paragraphe. Vous pensiez bêtement que la révolution MeToo concernait tout le monde et toutes les sexualités ? C'est oublier que nous vivons à l'âge identitaire où il faut un hashtag pour chaque communauté. Place donc à MeToo gay, point d'exclamation. Et pourquoi pas, si cela peut permettre une nouvelle libération de la parole. Bien. Moi, je veux bien que vous écriviez un bouquin sur MeToo, Caroline Forest, vous avez le droit. Mais c'est pas possible d'écrire un bouquin sur MeToo et soit de ne rien comprendre à ce que c'est que MeToo, ou soit de faire semblant de faire des contresens. Dans un couple hétérosexuel, la dynamique qu'il existe entre un homme et une femme, c'est une dynamique qu'on commence à bien connaître, qui est une dynamique qui découle de la domination masculine, qui découle de la façon dont les hommes se pensent être en toute puissance avec les femmes et pensent avoir le droit de posséder le corps des femmes de la façon qu'ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. Et donc, les agressions sexuelles commises dans le couple hétérosexuel répondent à ces particularités-là. Mais lorsque dans un couple, gay ou lesbien, vous avez 2 personnes du même sexe ou du même genre, voire du même sexe et du même genre, cette dynamique de domination masculine d'un homme sur une femme, elle s'applique différemment. Parce que là, d'un seul coup, elle n'est pas calquée sur le modèle patriarcal de la domination des hommes sur le corps des femmes. Elle répond du coup à d'autres enjeux, elle répond à d'autres mécanismes, il y a d'autres choses qui sous-tendent ça. De la même façon, de la violence entre 2 hommes blancs ne s'explique pas de la même façon sociologiquement que s'il y avait de la violence entre un homme blanc et un homme non blanc. De la même façon, dans un couple, on va parler des fausses accusations par exemple. Vous savez que les fausses accusations de viol sont très rares, et les rares qui ont été médiatisées nous montrent que la plupart du temps, il s'agit de personnes blanches, de femmes blanches, qui ont désigné un mauvais agresseur et qui l'ont désigné dans une communauté de couleur. Dans chacune de ces situations, il y a des choses qui se jouent. Il y a des choses qui sous-tendent. Il y a des questions parfois raciales, de racisme. Il y a des questions parfois de sexisme, de domination. Et parfois, il y a autre chose. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a des données qui nous montrent que dans les couples gays et lesbiens, il y a à minima autant de violences sexuelles que dans les couples hétérosexuels, voire plus, selon certains articles. L'une des raisons pour lesquelles il y a des MeToo spécifiques à ces milieux-là, c'est parce que ça ne répond pas aux mêmes critères. On ne peut pas calquer notre compréhension de MeToo pour les couples hétérosexuels sur toutes les autres violences sexuelles qui peuvent exister, parce qu'on ne pourrait pas comprendre. Et de la même façon, heureusement que quand il y a des faits d'agression sexuelle sur des enfants, qu'on n'appelle pas ça non plus MeToo. Parce que les faits de domination de certains adultes sur des enfants qui aboutissent parfois à des sévices physiques, voire à de la violence sexuelle, ça répond à d'autres questions que simplement la domination masculine. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, qui justifient le fait que des pères de famille, des mères de famille, des pompiers, ce que vous voulez, fassent du tort, physiquement et parfois sexuellement, à des mineurs. Le fait que ça touche plus souvent des mineurs en situation de handicap répond encore à d'autres questions. Bien sûr qu'il y a des questions, des MeToo différents. Bien sûr qu'il y a des MeToo différents selon les milieux, parce que même, prenons le cas uniquement des MeToo dans le cadre de relations hétérosexuelles, d'hommes sur des femmes. La raison pour laquelle il y a autant d'agressions sexuelles dans le cinéma n'est pas tout à fait la même que la raison pour laquelle il puisse y avoir beaucoup d'agressions sexuelles dans des cabinets de kinésithérapie et d'ostéopathie, par exemple. C'est pas les mêmes explications. Parce que c'est pas le même rapport au corps. Parce que c'est pas la même médiatisation des personnes qui sont la plupart du temps rendues coupables. Et donc, quand il y a des MeToo dans différents endroits, non seulement ça nous permet à chaque fois d'affiner un tout petit peu plus notre compréhension de la violence sexuelle, nous dire, attends, si là il y a un MeToo chez les kinés et les ostéopathes, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que quand il y a un rapport au corps, quand il y a un rapport du soin manuel, du coup, la distance dans la tête de l'homme entre je vais soigner et en fait, finalement, comme j'aide la personne, j'ai le droit de, elle est rapidement franchie. C'est pas du tout la même réflexion que quand vous êtes dans le cinéma et que vous vous dites j'ai le pouvoir de prendre des décisions et de choisir qui je vais faire jouer dans mon film et je vais utiliser ça pour agresser sexuellement. Et à chaque fois, ça nous permet de comprendre un tout petit peu mieux les mécanismes de la domination masculine. Chaque MeToo spécifique va nous permettre ça dans les cadres hétérosexuels. Et dans les cadres non hétérosexuels, là, elle s'en prend au MeToo gay, pourquoi pas, ou au MeToo lesbien, ça nous permet de comprendre le côté complètement systématique du viol, le côté systémique de l'agression sexuelle, de l'utilisation du viol comme d'une arme pour nuire à l'autre. Hein. D'ailleurs, vous parlez des viols de guerre. En plus de ça, dans l'ouvrage, et elle en parle bien d'ailleurs, c'est une bonne partie quand elle parle des viols de guerre, pas grand chose à redire là-dessus. C'est parce qu'on a
différents MeToo, dans différents milieux, qui va concerner différents types de personnes, différents types de sexualité, différents types d'identification au genre, etc., qu'on comprend petit à petit de mieux en mieux comment le viol est devenu un fait total en société. C'est pas parce qu'on est dans une dérive identitaire de ouin-ouin, comme vous l'aviez dit dans Génération Offensée, Caroline Forêt, ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est des considérations politiques et vous ne pouvez pas faire comme si vous passiez à côté, comme si vous ne compreniez pas. Bon, je vous avais sélectionné deux autres extraits, mais je pense que ça suffit. Là, je vois que je fais 30 minutes sur cette deuxième partie. Avec la première partie hier, j'ai dû faire au moins 20 minutes. Comme d'habitude, ça va peut-être faire déjà 1 heure de vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je déteste le Vertige MeToo, vraiment. C'est un ouvrage qui m'a refroidi du début jusqu'à la fin. Je trouve que ça manque de pensée, c'est terrible. Je l'envoie à Dr Zoé, donc il est tout à fait possible qu'elle en fasse une chronique sur Twitter prochainement. Et si jamais elle le souhaite, j'aimerais bien qu'elle le fasse. Je lui laisserai la place sur la chaîne si elle veut en parler sur la chaîne. Maintenant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Voilà, ne l'achetez pas. Je vous le recommande absolument pas. Je pense que c'est assez problématique que Grasset édite ça comme ça, les yeux fermés, sans vérifier les informations qu'il y a à l'intérieur. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Moi, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite. Salut les amis.